d'abord, je vous salue, cher public, qui nous suit depuis les réseaux sociaux divers, les shares, les posts divers sur Zoom. Et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Hubert Mfoutou. Je ne vais pas décrire son parcours, je laisse ça à notre animateur Jean-Claude, mais je voulais juste rappeler que ce n'est pas par hasard qu'il est à notre chaire, c'est que Hubert a gagné la bourse du Bureau canadien de l'éducation internationale et il a choisi de rejoindre, entre autres postes d'accueil, notre chaire. Nous en sommes très heureux et Hubert a déjà été très actif à faire des conférences et des interventions un peu partout. Un mot aussi, à part de mise en contexte, c'est que je vous ai envoyé l'affiche, vous avez vu le beau tableau. C'est Hubert qui a généreusement commandité ce tableau à l'artiste et qui me l'a offert en signe de bienvenue, j'imagine. Je le trouve très beau et il représente, comme vous avez vu, sur l'affiche, j'ai dit un petit mot d'explication, il représente une caractéristique du peuple Mambé de faire une hutte qui fait office d'asile, d'espace d'hospitalité, qui est toujours situé au bord de la route et qui est donc convivial pour consoler et recueillir tous les malheureux, ce qui est une sorte de CLC plus convivial. Et puis, ce que je voulais dire aussi, un petit mot sur les Bambés, c'est une ethnie de la République du Congo et on en dénombre 88 000 à peu près, ce qui n'est pas mal. Je croyais l'ethnie moins nombreuse. Elle est établie au sud de la République du Congo, mais il y a aussi d'autres communautés qui sont en Angola et, et au nord-ouest du Congo démocratique. Et je voulais dire aussi, avant de commencer, un petit mot sur l'actualité, étant donné que nous sommes une chaire de l'UNESCO et que l'UNESCO promeut les valeurs de la paix. Je voulais tout simplement dire que nous déplorons, nous aussi, la guerre et les violences entre deux peuples frères qui est en train de se passer. Bon, oui, il faut le dire fort, chaque fois qu'il y a une injustice ou une folie meurtrière qui, qui accable les gens. Bon, alors maintenant, après toutes ces mises en contexte et la case qui est représentée, je vous signale que la conférence est enregistrée et qu'elle sera disponible en ligne, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de l'Institut EIM et sur notre page de notre site et sur la page Facebook. Voilà. Alors maintenant, je cède la parole à l'animateur chef, Jean-Claude. Merci, Josiane. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette activité de la chaire UNESCO d'études des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique de l'UQAM. La conférence que nous allons entendre aujourd'hui est proposée hors cycle, effectivement, et proposée par Hubert Mfoutou,
Alors, je vous présente rapidement M. Mfoutou et je vous expliquerai dans quelques instants le fonctionnement qu'on va utiliser pour la conférence d'aujourd'hui. Alors, M. Mfoutou est titulaire d'un doctorat en histoire de la philosophie et en métaphysique de l'Université Marien Ngouabi de la République du Congo. La République du Congo, qu'on appelle parfois le Congo-Brazzaville, pour le distinguer du Congo-Kinshasa, qui était autrefois le Zaïre ou la République démocratique du Congo. M. Mfoutou enseigne la philosophie antique et médiévale à cette université. Et je signale, hein, j'ai fait un petit peu de recherche rapide sur Internet et j'ai vu que cette université a été rebaptisée ici en 1977 en l'honneur de l'ancien président Marien Ngouabi, qui avait été assassiné en 1977, quelques mois auparavant. Et alors, on a profité de l'occasion pour rebaptiser l'université. Et je note aussi, hein, pour ceux qui s'intéressent à la littérature, que le grand écrivain congolais Alain Mabankou, qui a reçu plusieurs prix internationaux, qui est très connu à travers le monde, est gradué de la même université. Ah bon? Oui, j'ai vu ça sur Internet, je l'ignorais. Alors, M. Mfoutou est présentement chercheur invité, comme Josiane l'a dit, à la chaire UNESCO. Et la conférence qu'il propose s'intitule « La mort chez les BMB, herméneutique des métaphores, proverbes et chants ». Et M. Mfoutou a publié plusieurs articles sur la philosophie et en particulier sur la philosophie antique, qui est une de ses spécialités. Et je note entre autres les 3 articles suivants, « La mort, félicité et punition chez Platon », « Sens et essence de la famille dans les politiques d'Aristote », ainsi que « L'homme et le pouvoir dans l'Antigone de Sophocle ». Alors, et la conférence va durer autour d'une trentaine de minutes, suite à quoi, comme d'habitude, Yves Couture, qui est rattaché à la chaire, va poser quelques questions pour introduire la discussion et je reviendrai ensuite pour expliquer le fonctionnement de la discussion générale qui va suivre. Alors, monsieur... Et il y a juste une petite... Avant que Yves ne prenne la parole, on va... Hubert a fourni un vidéo sur la danse de... Ben, parle de Hubert. Non, il s'agit d'un chant bembé de la mort. Donc, je souhaiterais que Ida, après juste ma communication, nous fasse passer la vidéo, juste pour illustrer enfin, le modèle d'un chant bembé de la mort, exécuté par un groupe qui se nomme TH Musica. Voilà, excuse-moi, mais parce que ça a été hier, ça s'est décidé. Voilà. Il n'y a pas de problème, Josiane. Et M. Mfoutou, vous préféreriez que ça soit passé juste avant que Yves pose les questions, les premières questions générales? Oui. D'accord. D'accord. Juste alors, après ma communication, professeur. Parfait. D'accord. Alors donc, à vous la parole. Vous avez une trentaine de minutes pour la présentation de votre communication. Merci bien. Je tiens d'abord à remercier la chaire UNESCO des fondements philosophiques de la société démocratique de l'UQAM pour l'invitation. Je remercie également le professeur Jean-Claude Simard pour la présentation. J'exprime toute ma gratitude à tous ceux qui ont créé la disponibilité pour suivre cette communication. Sans plus tarder, je voulais donc passer à l'essentiel. Dans son ouvrage intitulé « La cité antique », Fustel de Coulanges écrit, je le cite, « C'est peut-être à la vue de la mort que l'homme a eu pour la première fois l'idée du surnaturel et qu'il a voulu espérer au-delà de ce qu'il voyait. La mort fut le premier mystère. Elle mit l'homme sur la voie des autres mystères. Elle éleva sa pensée du visible à l'invisible, du passager à l'éternel, de l'humain au divin. Ce propos de l'historien français s'applique au Bembé. Il nous aide à comprendre comment le divin et la mort sont entrés dans leur pensée. Ce qui est certain, c'est que la pensée Bembé de la mort s'extériorise à partir
des métaphores, des proverbes et des chants. Elle puise sa ressource dans ces trois éléments de la culture orale qui sont en fait dans ces trois éléments qui sont en fait des témoins éloquents de la culture orale. Nous nous sommes posé les questions suivantes. Y a-t-il un intérêt à faire l'examen de ces arcanes culturels de la mentalité Bembe? Quels bénéfices pouvons-nous tirer de ces éléments de la littérature orale propre à ce peuple du Congo-Brazzaville? La réponse à cette interrogation se résume en peu de mots. Le bénéfice que nous pouvons tirer des métaphores, des proverbes et des chants Bembe de la mort, c'est un ensemble de valeurs, valeurs morales, spirituelles et historiques. C'est pourquoi dans cet exposé, nous nous proposons d'examiner aussi précisément que possible ces trois éléments de la culture orale Bembe pour découvrir toutes sortes de valeurs qui s'y rattachent. Mais bien avant, il nous semble important de faire un aperçu sur les Bembe. Comme tous les peuples du monde, les Bembe ont en partage une langue, un passé et un espace géographique. La langue des Bembe, c'est le Kibembe. Cette langue a été l'objet d'une omission de la part des ethnologues. Elle n'a pas été inscrite dans le registre des langues parlées en milieu Congo. À ce propos, Georges Dupré nous donne une indication lorsqu'il affirme, je le cite, « La langue Bembe, le Kibembe, n'est pas incluse par Guthrie en 1953 dans les langues Congo. » Cette omission ne nous donne pas l'autorisation d'ignorer cette langue ou de la nier. En ce qui concerne le passé, il faut avouer qu'il ne fait pas l'unanimité. Il est diversement interprété. Dans la diversité d'interprétations se découvre celle de Marcel Guillot, que nous considérons comme la plus convaincante. Voici ce que Marcel Guillot dit à propos du passé des Bembe. Il existe une unanimité des Bembe lorsqu'on les interroge de façon générale sur leurs origines, à déclarer que leurs ancêtres sont originaires de Congo d'Antotila. On comprend aisément avec Marcel Guillot que le lieu de provenance des Bembe, c'est Congo d'Antotila. Ce nom est la désignation de la capitale du royaume Congo. Entendu que le royaume Congo nous fait penser à une civilisation de culture bantou pendant le 15e siècle. Il suppose le site des limpides rivages d'un grand fleuve qui porte son nom. Le royaume Congo, c'est aussi et surtout l'espace des territoires politiquement structurés comme Congo d'Alemba, Congo d'Akati. Au moment considéré, les Bembe du Congo-Brazzaville occupent un espace géographique remarquable qui se nomme les plateaux Bembe. Et les plateaux Bembe, il faut le dire, regroupent 4 districts, à savoir Mabombo, Muyonzi, Kingwe et Yamba. Les plateaux Bembe, j'allais dire, rassemblent une population de plus de 80 000 habitants. Et cette population nous offre une structure planique comprenant les Mibomba, les Mingila, les Mimondu, les Basundi, les Minyangi et les Mimbundi. Par-delà cette brève présentation du peuple Bembe, il nous est donné de dire que ce peuple est fasciné par le mystère de la mort au point de le traduire dans les métaphores, les proverbes et les chants.
Présentement, nous allons donc aborder notre premier point que nous avons intitulé « Métaphore de la mort chez les Bembe ». Mais il est important de souligner avant tout que le Bembe recourt à la métaphore pour annoncer le moment thématique de l'autre. Il fait usage d'une formule consacrée pour répandre la triste nouvelle de la disparition d'un membre de la communauté. La formule utilisée est souvent adaptée au contexte. Elle trouve sa justification à partir du besoin d'atténuer la tourmente liée au phénomène corrélatif de l'humaine condition qu'est la mort. Bornons-nous donc à deux exemples pour illustrer notre propos. Par exemple, au lieu de dire « il est mort », le Bembe préfère dire « il fait une grasse matinée ». Et cette formule est utilisée pour annoncer la mort d'un homme respecté sur son lit de mort. Un tel homme s'affiche comme un beau mort, tellement il se montre intact qu'on est tenté de croire qu'il dort. L'éclat charmant de la beauté qui l'a caractérisé pendant qu'il était en vie est le même à l'instant où il est étalé. On a de la peine à croire qu'il est réellement mort. À la vue du spectacle que son cadavre offre, l'image de la mort qui s'impose est celle du repos, ou si l'on préfère, celle du sommeil de la terre. Et à l'horizon de cette formule se profile l'idée que la mort est un sommeil qu'on mérite après une vie qui se résume en termes de souffrance sur terre, rappelant ainsi que la vie terrestre n'est qu'une longue chaîne de douleur, de pénitence et de mortification. Mais à cet exemple peut s'ajouter ce deuxième exemple, c'est le suivant. Au lieu de dire qu'il est mort, le Bembe dit aussi et souvent, il est enfin guéri. Cette formule douce et familière au milieu Bembe n'a rien de commun avec l'ironie. Elle ne fait pas office de propos risibles contre le défunt. Plutôt, elle sert à annoncer la mort d'un homme dont la maladie s'est étalée sur une longue séquence. Le temps qui a précédé sa mort a été le temps de la souffrance. La guérison qu'on attendait de lui n'est pas venue. En lieu et place de la guérison, c'est plutôt la mort qui lui est arrivée. Cette mort qui met fin à la douleur est une guérison. Celui qui était tourmenté par la maladie est soulagé par la mort. Il ne souffre plus puisqu'il s'est tu. Ses cris de douleur, ses larmes de désolation cèdent la place au silence. Le silence du défunt est la preuve que la mort est la limite de la souffrance et l'absence de douleur. On ne se tromperait pas en affirmant que celui qui cesse d'être vivant pour devenir un funus, c'est-à-dire un corps sans vie, n'éprouve aucune sensation. Disons en passant que cette formule est une invitation à nous libérer de la crainte de la mort, à vivre une vie dépouillée de toute crainte mensongère et absurde devant l'instant létal. Par elle, on réalise qu'il est inutile de se lamenter devant la mort, de pleurer sans mesure le malheur de mourir. À présent, abordons le point suivant que nous avons intitulé « La mort dans les proverbes Bembe ». Il faut avouer qu'en milieu Bembe, le proverbe s'associe à la mort à un moment précis, le moment où les hommes et les femmes du village se rassemblent au lieu du deuil, précisément le moment de l'échange de la parole. À cette occasion, les anciens du village jugent l'opportunité de tenir
des discours qui reposent essentiellement sur le proverbe. Ils se servent du proverbe pour instruire les jeunes, question de les amener à mesurer la breveté de la vie, mais aussi et surtout de les amener à bien se conduire pendant le temps qui précède la mort. Voici donc quelques exemples de proverbes que les anciens utilisent. Le plus connu est le suivant. En Bembe, on le prononce comme ceci, je vais le dire, en Bembe d'abord. Ubweya yamwala, ça veut dire que si tu es beau, ne t'enorgueillis pas. Ce proverbe se dit dans un contexte précis, celui d'un être qui a incarné la beauté, d'un être devant lequel on est admiratif. Aussi longtemps qu'un tel être est en vie, il étale la belle allure, la prestance, l'élégance, la carnation, l'éclat du regard. L'impression qui se dégage de lui est, et ici j'emprunte la langue d'Amadou en Pateba, donc l'impression qui se dégage d'un tel être est que le bon Dieu avait pris tout le temps pour le tailler, le limer, le ciseler avant de le soumettre sous le regard de nous autres fils d'Adam. La beauté de cet homme constitue un spectacle captivant et attirant. Elle fait de lui un être qui a de l'agrément parmi les autres. Lorsque la mort arrive, cette beauté se mue en laideur. Le corps jugé beau se transforme en cadavre. Il devient une horrible infection, c'est-à-dire une réalité dont le sort immédiat est la décomposition et l'odeur méphitique. De là cette leçon. Pendant le temps de la vie, on ne doit pas se faire prendre au piège de l'orgueil. Ce proverbe, je le dis en passant, est un rappel sur la destination finale de notre vie. Il nous rappelle que la vie va vers la mort. Elle tend vers un destin de corruptibilité. Ce proverbe nous invite à la courtoisie, à la simplicité, au bon rapport avec les autres, à l'attachement à tout ce qui est vertueux et noble. Un deuxième exemple, en Bembe, ça se dit « Oufwa Bouéiri », ça veut dire « quand on meurt, on devient irréprochable ». Ce proverbe se dit à l'occasion de la mort d'un homme qui a marqué sa vie terrestre en mal. Un tel homme s'est particularisé par des actes crapuleux. Il a semé le mensonge, la haine, la calomnie, bref, le trouble au milieu de ses semblables. Le contraire d'une vie exemplaire a été son partage. Ce n'est pas à dire qu'il a manqué de poser quelques actes dignes d'être acceptés. Il a occasionnellement fait le bien, mais il a beaucoup plus été gouverné par le mal. Lorsqu'il devient un Maccabée, il n'a plus droit aux reproches. Ceux qui l'ont connu sont attristés par sa disparition et ne se souviennent plus du tort qu'il a causé aux uns et aux autres. En parlant de sa vie au passé, il le peigne comme un ange. Dans ces conditions, celui qui meurt, quelque vicieux qu'il a pu être, n'a plus droit aux reproches. Il a désormais droit à l'éloge, au discours épidictique. Ce proverbe est une invitation à l'oubli du mal qu'on a subi de la part de l'autre, surtout quand il n'est plus de ce monde. Il est un appel au pardon de la bêtise de notre semblable qui nous quitte. Je termine donc par ce troisième proverbe. Ça se dit en Bembe, Wafwa Mukikam. Ça veut dire, le défunt est un homme généreux. Ce proverbe se dit à l'occasion de la mort d'un homme riche. Pendant le temps de la vie, cet homme s'est donné la peine pour acquérir la richesse. Il a pactisé avec le mal physique pour acquérir des biens physiques. Il a bravé la rude épreuve du labeur dont l'issue a été
l'accumulation du trésor et partant, l'expérimentation d'une vie dans l'abondance, loin de la précarité. Lorsque le temps de la mort arrive, cet homme qui est propriétaire de plusieurs biens fait un don par excellence. Il offre tous ses biens aux membres de sa famille. Par sa mort, cet homme leur donne l'autorisation de prendre tout ce qui lui appartenait, même les biens les plus précieux et les plus valeureux. Il leur donne l'occasion de savourer le fruit de son long passé d'efforts. En cela, il s'affiche comme un homme généreux. Une prosopopée nous permet de dire de la part du défunt: maintenant que je dis adieu à la terre pour rejoindre nos aïeux, je vous offre gratuitement ce que j'ai obtenu au prix de la souffrance. Je n'emporte rien avec moi. Je repars comme j'étais venu, main vide. Je m'en vais avec une profonde conviction que je n'ai pas vécu inutilement, puisque je laisse un héritage qui est à l'image d'un arbre qui pourra donner des fruits à ceux qui naîtront demain. Nous comprenons à partir de ce proverbe qu'on ne doit pas vivre uniquement pour soi-même, on doit aussi et surtout vivre pour les autres. Notre dernier point est intitulé « La mort dans les champs Bembe ». Il faut avant tout dire que chez les Bembe, les chants de la mort ont la particularité d'être des petites mélodies d'une ou de deux strophes qu'on doit abondamment répéter. Ils n'ont rien de commun avec des comptines dépourvues de sens. Ils sont plutôt le viatique par lequel retentissent des paroles sérieuses qui nous apportent des révélations sur la vie et la mort. Voici donc quelques exemples. Je vais directement traduire. Le premier chant dit exactement ce qui suit. Les femmes vivent plus longtemps, va le dire à ceux qui sont là-bas. Le refrain, c'est le suivant. Cher aîné, va le dire à ceux qui sont là-bas. Bon, si ça vaut la peine, je pourrais, pour satisfaire la curiosité des uns des autres, chanter peut-être après, mais tel est le contenu de ce chant. Et il faut souligner que ce chant est spécifiquement masculin. Il est entonné par les hommes à l'occasion de la mort d'un homme. Il prend sens devant le cas de décès d'un homme qui s'ajoute à d'autres cas de décès en série. Comme tel, ce chant se veut une requête des hommes. Par lui, les hommes réclament une longévité. Ils revendiquent le droit de vivre longtemps sur terre au même titre que les femmes. Cette revendication est adressée à ceux qui sont dans l'outre-tombe. Ils doivent être informés de l'injustice qui leur est faite par rapport aux femmes. Non sans raison, mais parce qu'ils peuvent voir Dieu et lui parler de leur part. En réalité, Dieu est le vrai destinataire du message que ce chant véhicule. Le mort fait seulement office de messager. Dans sa condition, il est mieux placé pour apporter ce message. Par ce chant, les hommes en appellent à Dieu qui fait vivre et qui fait mourir. Ce n'est pas pour rien qu'ils prononcent ces paroles qui accompagnent leur chant. Dieu Tout-Puissant qui siège dans le nu, il abat les arbres comme il abat les hommes. Une fois la requête des hommes parvenue à ses oreilles, Dieu saura faire justice puisqu'il est le Dieu de justice. À partir de ce chant, nous pouvons conclure que la vraie justice est celle qu'on rend dans l'au-delà. Le dernier chant, c'est une petite strophe, voici ce qu'il dit, voici son contenu. Tu t'en vas, mais qu'as-tu dit à maman? Ce chant est l'apanage exclusif des enfants qui viennent de perdre leur père. La douleur de la perte de l'homme par qui ils sont venus à l'existence
déclenchent en eux un éveil. Par elle, ils mesurent l'étendue de cette parole qu'ils ont toujours entendue. La mort est un voyage. Ils réalisent que leur géniteur a entrepris ce voyage vers un autre lieu d'existence. Ils ne peuvent éprouver qu'un sentiment d'orphelin. Alors, un sentiment qui les laisse interrogateurs. La plus grande question est celle qu'ils se posent est celle qu'ils mettent dans la chanson. Qu'as-tu dit à maman? Une telle question nous permet de dire qu'un père qui quitte sa femme et ses enfants laisse toujours une parole. Cette parole restera gravée dans leur mémoire et leur servira dans la suite de la vie. Ils pourront l'immortaliser en rappelant chaque fois ceci. Avant de mourir, notre Père avait dit ceci. Je voudrais à présent conclure en ces termes. En milieu bembé, lorsque la mort se produit comme événement de l'être, elle est annoncée. Non pas avec des paroles qui frappent durement les oreilles, mais avec des périphrases. Question de juguler son action perturbatrice, d'atténuer la tourmente et le trouble qui en résulte. Annoncé, la mort fait suite au proverbe qui sollicite la curiosité et pique l'image. Pardon, et annoncer la mort donne lieu au proverbe qui sollicite la curiosité par l'image avec tous les transferts de sens que celle-ci permet. La mort est aussi et surtout célébrée par le chant qui se pare des éléments sonores, caresse l'oreille et console le cœur. La somme des paroles issues des chants, des proverbes et des métaphores conjure la mort et fixe l'âme des hommes et de la communauté culturelle bembé. J'en ai terminé, je vous remercie infiniment. Cette vidéo, c'est l'illustration d'un chant bembé de la mort et ce chant est exécuté par un groupe musical qui se nomme TH Musica. Merci. Makutu, Mayuka, Jima, Gebe. Yobe, Wanakwande. Ah, Papa, Bitengi, Nikosonga, Tikiyama Kisa, Mulamba Lubiemu. Egi upankis muso nangonyi. Jeta mame yolele bo. Jeta mame yolele bo. Malubone yolele bo. Malubone yolele bo. La batenzi la tige. La batenzi la tige.
Bien, merci beaucoup. Je crois que tout à l'heure, mon son n'était pas ouvert, alors je vais répéter ce que j'ai dit après la conférence. Merci à M. Foutou pour la fenêtre qui nous a ouverte sur les pratiques culturelles des BMB. Merci aussi d'avoir respecté le temps imparti. Alors, on serait prêt à passer aux questions que Yves prépare assidûment. On le voit très concentré devant son lac. Alors, Yves, donc, si tu veux adresser tes questions qui vont permettre d'ouvrir le débat et la séance d'échange ensuite. Oui, merci Jean-Claude et merci M. Mfoutou de nous avoir, comme disait Jean-Claude, ouvert cette fenêtre. D'ailleurs, fenêtre sur un monde où il fait plus chaud qu'ici, où on ferme nos fenêtres à double tour, bien entendu. Donc, peut-être j'aurais deux questions. Je ne sais pas si c'est des questions qui pourront alimenter d'autres ensuite. La première, en fait, la première est très générale. Je me posais la question, quel sens a ce travail de description des rituels BMB quand on est philosophe? Je travaille en philosophie politique et j'ai vu il y a plusieurs courants au XXe siècle qui se sont dit peut-être qu'on pourrait renouveler la philosophie politique en la sortant de son fil continu occidental qui remonte au grec. Et il y avait un grand espoir que la description, même d'abord un effort de description de pratiques politiques, d'idées politiques, de mœurs politiques qui s'ouvraient désormais de façon beaucoup plus universelle à l'ensemble des peuples, en un sens, pourrait renouveler la réflexion. Alors, donc, je m'adresse ici aux philosophes que vous êtes. Quel est le sens de ce détour par l'ethnographie, au-delà de repérer, bien sûr, ce qu'on peut appeler des valeurs chez le peuple décrit, mais pour le philosophe lui-même, quel est le sens qu'on peut lui donner? Et une deuxième question qui me vient de l'écoute de la musique à la fin, il m'a semblé, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'il y avait des instruments modernes dans cette musique. Et ça m'a fait poser la question de l'histoire et de l'évolution peut-être de la pensée BMB ou de la transformation des rituels au contact d'autres cultures, comme cette musique semble avoir été transformée au contact d'autres cultures et notamment par l'ajout d'instruments modernes. Donc, qu'en est-il de l'histoire? Parce que là, vous avez présenté un portrait un peu anhistorique. Bon, c'est la culture BNB. Et ce concept, d'ailleurs, de culture a toujours le risque d'être quelque chose qu'on conçoit de manière anhistorique. Est-ce qu'il y a une évolution dans cette culture BNB, y compris dans son rapport à la mort? Et peut-être une troisième question, mais bon, vous choisirez celle auquel vous voulez répondre. Vous avez fait une présentation qui n'insistait pas sur le sens religieux des pratiques. Est-ce qu'il y a un sens religieux qui se rattache même à d'autres ethnies plus larges que les BMB, ou quel est l'aspect religieux dans ces pratiques? Voilà, merci. Merci beaucoup. Je peux directement répondre? Oui, oui, allez-y, M. Foutou. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je commence donc par la première question. Quel est le sens de ce détour? Je dois d'emblée dire qu'il s'agisse des métaphores, qu'il s'agisse des proverbes et des chants, ce sont là trois éléments qu'on peut ranger dans un registre. Le registre du métalangage, le registre du discours codé. Ce sont des éléments qui véhiculent un message. Ce message n'est pas à la surface, il n'est pas visible, mais c'est un message qui porte sur la mort. En réalité, tous ces éléments nous amènent à faire une certaine lecture de la mort. Mais alors, une lecture profonde, parce que quelle est la représentation habituelle que nous avons de la mort? Habituellement, nous nous représentons la mort comme, si vous voulez,
un abîme aux profondeurs insondables. Nous représentons la mort comme une entrée dans le gouffre définitif du néant. Nous avons l'habitude de penser la mort comme un écroulement, comme une ruine, comme une brisure de l'être. Mais avec ces éléments, nous découvrons une autre lecture de la mort. La mort est quoi? La mort avec la métaphore, la mort avec le proverbe, la mort avec le chant, c'est, voyez-vous, ces trois éléments nous invitent à faire une lecture spirituelle de la mort. C'est-à-dire que ces éléments nous amènent ces éléments nous amènent vers une supériorité de la vie spirituelle sur la vie physique. Parce que la mort, le contenu du message de ces chants, de ces proverbes, c'est que la mort, c'est une suite de la vie à laquelle elle met fin. C'est, voyez-vous, elle consiste à aller avec l'âme vers un ailleurs, vers un autre lieu d'existence. Voilà, donc c'est le contenu de tout ce détour. Et je dois dire au passage que finalement, ce que je retrouve dans ces éléments de la culture orale bembé, ce que Platon dit avec la rigueur, avec une rigueur incroyable. Platon dit la même chose avec une certaine rigueur qui nous surprend. Voilà pour ce qui concerne la première question. Maintenant, pourquoi la présence des éléments modernes dans cette musique? Bon, je dois avouer que le groupe, en fait, j'ai voulu que cet élément passe. D'abord, vous représentez un peu le décor des villages bembé. C'est ce que vous avez vu. C'est jusque-là parfait. C'est le décor que vous avez vu un peu, surtout les villages qui sont dans le Congo profond. Donc, c'est cela un peu le décor. Et en fait, le chant est exécuté par un groupe tradi moderne, c'est-à-dire un groupe qui associe à la fois la tradition et la modernité. Mais au village, il n'y a pas les éléments modernes. Au village, ça se chante sans éléments, sans l'association des instruments modernes. Mais c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Voilà. Bon. Je n'ai pas bien compris la troisième question. C'était la deuxième. J'étais curieux de savoir est-ce qu'il y avait un lien avec une dimension religieuse sur laquelle vous n'auriez pas insisté? Je ne comprends pas très bien. Il y a un lien avec... Qu'est-ce qu'il y a un lien? Qu'est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que les rituels participent d'une dimension religieuse? Justement, oui. Parce que les rituels bembé participent on peut l'avouer, les rituels bembé participent d'une dimension religieuse. Parce que, voyez-vous, je reviens à ce que l'historien français avait dit. En réalité, c'est la mort qui a mis l'homme sur le chemin de la croyance. Donc, devant la mort comprise comme ce phénomène inexplicable, inexprimable, phénomène ineffable, eh bien, c'est vrai, dans un premier temps, le bembé ancien, comme tous les hommes des autres cultures, devant la mort, et se sent, il est impuissant. Mais le propre de l'homme, ce n'est pas de se laisser vaincre par quelque chose qui lui échappe. Donc, il a voulu, le bembé ancien a voulu se donner les moyens pour vaincre le mystère de la mort. Mais le premier moyen qu'il se donne, c'est lequel? C'est la croyance. D'accord, merci beaucoup pour
ces questions, Yves, qui permettent de mettre en perspective la communication de M. Mpoutou. Merci pour les réponses qui permettent de bien cadrer donc, la présentation. On va maintenant passer à la période de questions. Alors, je vous rappelle que vous avez deux façons pour poser des questions. Soit vous utilisez la petite icône en bas de la page qui sert à lever la main, ou soit vous utilisez le chat qui permet de relayer une question par écrit, si vous préférez donc écrire votre question. Et je vous rappelle que lorsque vous posez une question verbalement, ouvrez votre micro, ce que j'avais oublié de faire moi-même tout à l'heure, parce que j'avais fermé le micro durant la communication. Alors, ouvrez votre micro et ouvrez aussi votre caméra, s'il vous plaît, qu'on puisse vous voir par politesse. Alors, donc, qui veut ouvrir la séance par une première question? Oui, Martine. Le micro, Martine. C'est bon, on m'entend? Oui, là, on vous entend, oui. Ah, bah, très bien. Bon, alors, je voulais tout de suite, oui, poser une question parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié votre présentation. Je l'ai trouvée excellente. C'est un sujet que je ne connaissais pas du tout. Vous avez un style pour le présenter que j'ai beaucoup apprécié et une clarté dont je vous remercie parce que vraiment, j'ai eu l'impression de tout comprendre. Et ce que vous avez dit est très beau. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me permets de vous dire que je retiendrai, tant pis, c'est vrai, j'ai ri, pour que la métaphore de la grasse matinée, vous m'excuserez, mais j'y penserai. Je ne sais pas si j'y penserai le jour de ma mort, mais je trouve que d'avoir mis ça comme étant une grasse mat, comme on dit, je l'ai retenu dans ma tête. Bon, mais vraiment, merci pour cette excellente communication qui, pour moi, le fait est à montrer la richesse d'une langue, quelle que soit la langue. Là, vous avez, pour moi, fait vraiment un exposé philosophique sur la richesse d'une langue. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, ma question, c'est tout simple, je ne vais pas rentrer dans des détails conceptuels, mais simplement la constatation, je me dis qu'il y a comme une vision, je ne peux pas dire supérieure, mais qui paraît vraiment extraordinaire. Alors, tout simplement, je me dis, mais on ne pleure pas. Il n'y a pas la pleure, la souffrance n'est pas associée avec le fait de pleurer. Et pleurer, est-ce que ça fait partie aussi de l'univers, de cet univers-là, ou est-ce que c'est la danse qui le remplace? Bon, qu'est-ce qu'on fait des pleurs? Merci, merci pour votre question. Je dois dire que les pleurs interviennent juste aux premières heures du décès. Ah ouais. Les premières heures, bon, il y a les pleurs, la famille est en larmes. Ah oui. Les pleurs ne manquent jamais. Mais après, on surmonte. Voilà, la mort se célèbre au même titre qu'un événement heureux, presque. Parce qu'avec les chants, voilà. C'est bel exemple. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui, j'ai levé la main, mais il n'y a pas de petite main. Ah, désolé, Josiane, je n'ai pas vu ta main levée, alors… Mais j'avais fait la main, mais je ne sais pas. Ah, là, voilà, elle est dans le coin. Ah, là, on la voit, oui. Mais elle était perdue dans le… Voilà, elle était perdue dans le rideau. Oui, je remercie Hubert qui a fait, comme disait Martine, une réflexion platonicienne, disons, sur la mort au moyen du langage plein de richesse. Je voulais un peu rejoindre ce que disait Yves sur le côté anhistorique forcément de la relation, mais je voudrais savoir si on peut dater quand même
ces proverbes, à une certaine époque, les proverbes, les métaphores, tout ça, le langage, je sais que c'est difficile, mais c'est très colonial, où il y en a certains qui sont plus anciennes que d'autres, je suppose. Tu nous avais parlé de cette de ce chant qui, moi, m'avait beaucoup choqué, puisqu'on disait que le bébé devait rejoindre le blanc. C'était comme le paradis, le blanc. Mais ça doit être de l'époque coloniale. Mais je voudrais savoir plus précisément si tu peux départager en période ces chants, s'il y a des chants plus anciens que d'autres. Merci, Josiane, pour ta question. Mais nous devons noter qu'il s'agit des éléments de la culture orale. D'accord. Ouais. C'est la culture orale, donc les auteurs sont inconnus. C'est juste. Voyez-vous, cette culture se donne à lire comme un support atavique qui se transmet de génération en génération. Ça a commencé au temps immémoriaux. On ne sait pas exactement quand, mais ça se transmet quand même de génération en génération. Comme l'Odyssée, oui. D'accord. Donc, il m'est difficile de circonscrire les rien que c'est par le contenu qu'on pourrait dater. Bon, Suzanne, merci bien parce que vous m'avez rappelé une chanson. Enfin, je n'ai pas parlé de ça. Non, en mais fait, moi, c'est même le chant le plus célèbre, le plus populaire au milieu bembé. Ah, c'est le plus populaire? Oui, le plus populaire. Le contenu de ce chant, c'est que, bon, permettez avec votre permission, en bembé, ça se chante comme ça. Mundele wedia banda, mundel bal wedia banda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blanc va en aval, le blanc des enfants va en aval. Enfin, ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes devant un fleuve, il y a deux directions. L'amont, c'est là où commence la source, c'est la source. Et l'aval, c'est là où coule l'eau. Et le bembé ancien se représentait le défunt comme celui qui entreprend un voyage. Mais il prend la direction de l'aval. Et c'est donc cette direction qui est le lieu d'accueil de tous les décédés et vous. Et bon, maintenant, pourquoi il y a quand on dit le blanc, en fait, on pense que le défunt, en mourant, laisse la catégorie des hommes inférieurs pour intégrer la catégorie des hommes supérieurs qui sont les blancs. Mais pourquoi voyez-vous, pourquoi cette identification parfaite entre le défunt et le blanc? Justement, il faut replonger dans le contexte historique. Parce que le bembé ancien, c'est vrai, il est plongé dans la tradition, mais il est également en contact avec l'homme blanc. Et il est émerveillé par la nouveauté qui vient du blanc, notamment les belles constructions, les routes, les hôpitaux, voyez-vous, tout ce qui correspond aux indices de la modernité. Donc, il se représente à cette époque, le blanc, comme l'homme qui incarne la perfection humaine, voyez-vous. Donc, c'est pourquoi, à l'époque, celui qui meurt, on pense qu'il vient de quitter la catégorie des hommes inférieurs, il intègre la catégorie des hommes supérieurs, donc celle des blancs. Et le voyage qu'il entreprend, c'est vers l'aval. Bon, mais il faut également noter que dans ce chant, il y a ce qu'il convient d'appeler, donc l'eau est associée à la mort. L'eau est représentée comme une communicatrice magique. C'est même ce qui tient la mort dans sa substance. Voilà un peu ce que je peux dire au sujet de la question de Josiane. Je ne sais pas si j'ai... Oui, tu as très bien répondu. C'est juste, c'est une sorte d'aliénation. Mais ceci dit, c'est juste que c'est la culture.
C'était mémorial. Bon, est-ce Et une que belle méditation. des personnes voudraient poser d'autres questions? Je ne vois pas de main levée pour le Ida, moment. Ida, c'est la- Oui, Ida, tu as levé la main? Oui, alors active ton micro, s'il te plaît. Oui, oui, merci Jean-Claude. Merci Hubert pour cette conférence. J'ai trouvé très, très claire. J'étais curieuse surtout après avoir vu la vidéo à propos du moment communautaire festif presque qu'on a comme au moment donc de faire le deuil des funérailles de la personne. J'étais comme curieuse si tu pouvais nous en dire plus sur la valeur communautaire aussi de ces rituels. Semble presque comme de vouloir comme exorciser le moment de la mort. Donc voilà, c'est plus comme c'est pas vraiment une question, c'est plus une requête. Je pense que beaucoup de monde comme moi est un peu curieuse dans ce sens. C'était vraiment une danse joyeuse, très rythmée, comme d'élévation à Dieu. Donc, si tu pouvais comme nous éclairer un peu. Bon, Merci. les images que vous avez vues représentent un peu, disons, la manière dont la mort est gérée en milieu bembé. Donc, souvent, c'est quoi? Un peu les personnes un peu assises que vous avez vues quelque part, ça représente un peu les veuves. Généralement, bon, en milieu bembé, il y a même un adage qui dit que c'est-à-dire que, comment on appelle ça, la polygamie est presque obligatoire. Ah. Le bembé souvent se marie à plusieurs femmes. Donc, quand, par exemple, c'est un polygame qui meurt, bon, il y a toujours des veuves qui sont là. Donc, c'est un peu les personnes, les femmes assises que vous avez vues, ça représente un peu les veuves. Elles sont là au centre, elles sont dans la tristesse, mais autour de ces femmes, bon, la nécessité s'impose de créer l'ambiance, de chanter, voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que la joie et la tristesse, la joie et le malheur, chez nous, ça se célèbre presque de la même façon. C'est vrai, les premières heures, on verse les larmes, mais pour surmonter, pour juguler l'action perturbatrice, la mort, eh bien, on recourt au chant. Voilà, donc, c'est pourquoi j'ai dit que la mélodie, le chant vient comme pour extirper la douleur du cœur, pour remplir. Ouais, on n'entend plus. Oui, là, puis l'image est figée. Donc, j'ai l'impression qu'on a perdu la communication. Oui. Et on dirait qu'il a coupé le son. Oui, je pense qu'il s'est déconnecté pour essayer de se reconnecter, j'ai l'impression. Oui, je pense que c'est la connexion. Ouais. Ah voilà, il rebouge. Voilà. Oui, Ida, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, On a perdu une partie de la communication, M. Mfouti. L'action perturbatrice, c'est très bien. Pardon? On vous a perdu pendant quelques secondes, alors peut-être répéter la fin de la réponse. Ah, d'accord. Donc, je disais que le malheur et la joie chez les Bembés se célèbrent presque de la même manière. Lorsqu'il y a un cas de décès dans un village, bon, les premières heures, ce sont les pleurs, je l'ai déjà indiqué, mais par la suite, pour un peu me répéter, pour juguler l'action perturbatrice de la mort, eh bien, on recourt disons, au chant, on recourt à la mélodie, donc on chante, on danse, voyez-vous. Donc, bon, c'est la réalité du milieu bembé. Voilà. Merci d'avoir accepté de reprendre. J'avais sur la liste Omer Moussali, puis Josiane pour une deuxième
séance. Alors, Omer, n'oublie pas d'activer ton micro. Bon. Bonjour Hubert, félicitations pour votre merveilleuse conférence. Comme on a pu discuter un peu auparavant du thème de votre conférence et puis de la question de la philosophie a été posée et tout ça, je me demandais, et vous pouvez ne pas répondre si vous ne voulez pas, mais si vous avez des commentaires sur, depuis que vous êtes au Québec, en Amérique du Nord, si vous avez des remarques à faire, disons, comparatives sur ce que vous avez perçu de la façon dont la mort est traitée ou gérée ou vécue ici. Si vous avez des commentaires sur les différences, les similitudes, ce que vous avez entendu peut-être en lisant le journal ou en écoutant la radio, la télé, etc., ce que vous avez remarqué sur ce sujet, ou d'ailleurs, comme moi en tout cas, on dirait que c'est un sujet qui est souvent occulté ici. En fait, on n'en parle pas. Tout le monde a un oncle, un grand-père, quelqu'un qui meurt. C'est très rare qu'on en parle de façon publique. Donc, mais de ce que vous avez pu recueillir jusqu'à maintenant, j'aimerais entendre si vous avez des commentaires, évidemment, sur ce sujet. Bon, peut-être pas un commentaire sur la réalité spécifiquement canadienne, mais enfin, je fais souvent quelques comparaisons avec la réalité occidentale d'une manière générale. Parlons des métaphores, je suis convaincu que le Bembe ne s'arroge pas à lui seul le monopole de recourir à la métaphore. Bon, la métaphore, par définition, elle est comprise comme un procédé du langage qui consiste dans la déformation du sens. Mais alors, par substitution analogique, mais c'est pas spécifique, c'est pas exclusif au Bembe, ça se rencontre chez tous les peuples du monde, même en Occident. Voyez-vous, parlons même des métaphores de la mort en Occident. J'ai entendu, enfin, c'est connu. L'homme occidental dit aussi pour annoncer la mort qu'il est reparti à Dieu. Il est reparti à Dieu, le dit, il est mort. On dit, l'homme occidental dit aussi, il a rendu l'âme. Il ne dit pas qu'il est mort, mais il a rendu l'âme. Donc c'est cela. Il est reposé. Voilà. Donc, les métaphores de la mort, je le retrouve même sur les épitaphes. sur les épitaphes. Monsieur Omer, je pense que vous connaissez la célèbre épitaphe de Scarron. Scarron. je la lis pour votre plaisir. Voici ce que cette épitaphe, par exemple, dit. Il est écrit: celui qui, si maintenant dort, fit plus de pitié que d'envie et souffrit 1000 fois la mort avant que de perdre la vie. Passant, ne fais pas ici de bruit, prends garde qu'aucun ne l'éveille, car voici la première nuit que le pauvre Scarron sommeille. Voyez-vous, c'est une métaphore. Donc, il est dans la tombe et on dit que c'est la première nuit qu'il sommeille. C'est la métaphore. C'est une substitution de sens. C'est bien cela. Bon, et le proverbe, par définition, c'est quoi le proverbe? C'est une formule, généralement, c'est une formule de caractère stable, mais qui exprime souvent quoi? Qui exprime soit une vérité d'expérience, soit encore un conseil pratique. Donc, même à ce niveau, le Bembe n'est pas le seul à faire usage du proverbe. Le proverbe compris comme cette formule de caractère stable qui exprime à la fois la vérité d'expérience et le conseil pratique. Ce n'est pas l'apanage exclusif du Bembe. Les proverbes
se rencontre chez tous les peuples du monde. Je pense qu'au Canada, il y a des... Bon, malheureusement, je ne suis pas... J'ignore les proverbes du monde canadien, mais par exemple, je connais quelques proverbes français. C'est presque la même chose. Peut-être pas les proverbes la mort, mais par exemple, quand les Français font usage du proverbe également pour enseigner. Le proverbe, même chez les Français, ont un caractère pédagogique. Lorsqu'on dit, par exemple, nul menteur ne manqua de dupe chez les Français, ça a un caractère pédagogique. Il faut se méfier des menteurs. Voyez-vous? Bon, c'est la même chose avec le chant. Je pense que, je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation de M. Omer. Oui, oui, parfaitement. Vous avez pris les éléments là, qui vous sont familiers, etc., les exemples culturels là, que vous connaissiez, etc. Donc, c'est ça. Je voulais avoir votre perspective qui est double maintenant, là, depuis que vous avez fréquenté un peu le milieu ici, d'avoir vos appréciations. Donc, vous avez bien répondu. Merci. Merci, Omer et M. Mfoutou. Josiane, tu avais annoncé une question pour une deuxième ronde. Oui, mais c'est juste, je voulais faire remarquer à Omer qu'il y a une différence de taille entre le monde occidental et le monde que nous a décrit Hubert. C'est qu'il y a des communautés tandis que dans le monde occidental, on est réduit à 2, 3 personnes, 15 personnes au max, mais ça ne fait pas partie de... C'est pas toute une communauté qui pleure, qui se réjouit, ou ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est d'autres relations sociales qui influencent peut-être sur ce caractère plus, pas guilleret, c'est trop dire, mais qui est à la fois plein de sagesse joyeuse et d'acceptation de l'amour comme quelque chose, enfin, très platonicien, quoi, comme tu l'as fait remarquer. Ça nous fait réfléchir aussi sur qu'est-ce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, je voulais savoir, toujours avec cette question de religion, tu as dit en effet qu'il y avait un caractère religieux, bien sûr, mais à un moment donné, tu as dit, en décrivant la danse, que le mort, enfin que la personne qui est décédée a plusieurs femmes, qu'il est donc polygame. Est-ce que c'est une religion qui est propre au Bembé ou est-ce que c'est musulman? Ouais, je ne sais pas. Naturellement, depuis des temps immémoriaux, ce n'était pas la religion musulmane. Mais en ce moment, c'est quoi? Si ces communautés sont chrétiennes, païennes, musulmanes? Merci. Je dois avouer que les communautés Bembé ont pour la plupart adhéré à la religion chrétienne. Mais avant l'arrivée de la religion chrétienne, ce sont des peuples qui avaient déjà des pratiques religieuses. Oui. C'est un peuple qui connaissait déjà Dieu. Bien sûr. Dans leur langue, ils parlent déjà du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Créateur, du Dieu qui fait vivre, qui fait mourir, du Dieu qui abat les arbres comme qui abat les hommes. Voyez-vous, donc c'est un peuple qui connaissait déjà Dieu. Donc, la nouveauté, c'est peut-être la parole sainte, les Écritures saintes, j'allais dire, qui est venue avec les Occidentaux. Bon, donc, c'est ça qui vient un peu modifier. Mais donc, dans la religion traditionnelle pratiquée par le peuple Bembé, la polygamie n'est pas un péché, ce n'est pas un tabou.
Donc, Oui, c'est même une pratique, c'est même un mode de vie qu'il faut encourager, la polygamie. en tous les cas, il est pratique pour l'homme. Il a plusieurs femmes qui peuvent lui faire ses chaussettes ou cuisiner. Mais j'avoue que Oui, de nos jours, Sofiane, ceux qui ont adhéré, Pardon? J'allais dire, nombreux ont adhéré à la religion chrétienne et on trouve de moins en moins des polygames. Oui, mais c'est intéressant, ça doit être des jésuites qui ont prêché en Afrique. Parce qu'ils ont fait le même coup en Chine, ce que les dominicains leur reprochent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas écrasé la culture, mais ils ont assimilé la culture à la religion, ce que je trouve intéressant, intelligent. Voilà. il y a deux personnes qui ont annoncé des questions. Alors, Kavé et Léonard. Alors, Kavé, si tu veux donc procéder. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Bien. Merci beaucoup, cher Hubert, pour cette belle présentation. Avec ce genre de présentation, nous, si vous voulez, défamiliarisons avec la lecture dominante pour apprendre ce qui est dans la lecture non dominante. Donc, merci beaucoup. J'ai une question un peu philosophique, si tu veux, ou plutôt philosophique. Je sais que tu connais Phaédo très, très bien, non? Tu connais le dialogue de Platon, Phaédo, très bien. Le Phaédon, oui. Oui, ça, c'est ma question. Tu te souviens dans quelques parties dans le Phaédon, un peu similaire, je vois, et tu vas me corriger si c'est le cas ou non. Platon nous invite, comme les philosophes, nous devons nous exercer la mort, hein, parce que c'est une sorte de guérison. Donc vous, votre compatriote, si je peux dire ça, vous êtes déjà philosophe, vous suivez la commande, si vous voulez, ou la suggestion de Platon, dans le sens, est-ce que tu vois une similarité ou non? Ou si c'est le cas, est-ce que ça vous donne une sorte de... Parce que la mort de Platon, c'est une mort pour une cause, hein, parce que sinon, elle a autre choix. Si je ne me trompe pas, Patrice Lumumba vient de ton pays, non? Ou non? Vous parlez de quel pays? Patrice Lumumba vient de ton pays, non? Non, non, il est du Congo d'en face. Okay. Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Lumumba Merci de cette correction. Congo-Kinshasa. Excellent. Merci beaucoup de cette correction. Mais est-ce que si cette approche est dominante, cette approche vers la mort, est-ce que cette idée d'être martyr pour une cause, c'est aussi une partie de votre culture? Et si c'est le cas, est-ce que ceci est partagé? Parce que je sais que nous avons des Bembe qui viennent de la Tanzanie aussi. Est-ce que c'est partagé entre ces deux pays en même temps ou non? Il y a différentes nuances entre ces deux cultures. Ça, c'est ma question un peu philosophique. Mais j'ai d'autres questions. Si nous avons le temps, je vais poser ces questions après. L'idée de martyr, c'est ça? Oui, exact. Est-ce que c'est partagé? Bon, je dois avouer que s'il y a une marque distinctive qui caractérise le Bembe, c'est le courage devant la mort. Le Bembe ne recule jamais devant le danger, surtout lorsqu'il s'agit de défendre une cause juste. Il est prêt à payer de sa vie pour défendre cette cause. Il ne recule pas, il n'a pas peur de la mort. Donc, je ne sais pas si c'est dans le sang. Les Ukrainiens aussi. Donc, ça fait partie justement de la culture Bembe, voyez-vous. Donc, le danger peut être là, mais c'est difficile qu'on recule. Voyez-vous. On affronte le danger, surtout lorsqu'on veut atteindre un objectif noble, voyez-vous. Lorsqu'on veut défendre, j'allais dire, une cause juste, voyez-vous. Il y a le sens du sacrifice. Bon, maintenant, vous êtes parti de Platon. J'ai perdu un peu le fil d'idée. La préoccupation par rapport à Platon, c'était laquelle? Vous pouvez me rappeler? Le fait que la mort, c'est une sorte de guérison. Et nous, les philosophes, nous aimons être guéris. Hein? Donc, nous exerçons la mort. Hein? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous.
parce que Ça, toi, toi. justement, Platon nous aide à nous décharger des humeurs nuisibles de la mort. Il nous aide à grandir. Lorsqu'on s'abreuve à la source platonicienne, on cesse d'être un enfant éperdu devant la mort. On cesse de trembler devant la mort parce que Platon, voyez-vous, nous invite à avoir une autre vue, alors une vue de hauteur. Excuse-moi, mais parce qu'on m'a coupé, j'étais tout d'un coup devant l'écran de Zoom. Parce que c'est Platon qui s'est vengé, peut-être. Pardon? Non, j'étais en train de dire qu'au contraire de la tradition platonicienne, la tradition matérialiste, ce n'est pas que vivre, c'est apprendre à mourir, c'est vivre pour apprendre à vivre. C'est tout, c'est simplement une petite remarque dirigée à l'encontre de Platon, qui n'est pas la seule tradition. C'est tout. Mais il y avait Léonard qui voulait... sa main n'est plus levée, alors je ne sais pas s'il veut encore intervenir. Oui, oui, le voilà. OK, alors, il est de retour. Il y a eu un problème de connexion tout à l'heure. Oui, il y a eu un problème de connexion. J'étais en train de parler de la conception platonicienne de la mort. Je disais que Platon nous donne une lecture tout à fait spéciale de la mort. Parce que, voyez-vous, je disais qu'il nous aide à nous décharger des humeurs nuisibles de la mort. Parce que, avec lui, il faut acquérir ce qu'il appelle, lui, enfin, une vue de hauteur. Une vue de hauteur, parce que la vue d'un homme vulgaire sur la mort, c'est celle qui consiste à se représenter la mort comme la fin de la vie, comme ce que j'ai déjà dit, la ruine, l'écoulement, la brisure de l'être, c'est cela. Mais avec Platon, eh bien, la mort, voyez-vous, d'abord, il nous aide à comprendre que dans l'homme qui meurt, ce n'est pas tout qui meurt. Ce qui meurt, c'est simplement la matière, c'est-à-dire le corps. Le corps n'est que la matière. Le corps, pour Platon, est à l'image d'une défroque que nous sommes amenés à abandonner à un moment de l'existence, mais pour aller avec l'âme seule vers un ailleurs, au-delà du chaos empirique, vers un autre lieu d'existence. La mort, pour Platon, c'est donc une migration vers une autre terre. Donc, c'est cela la mort. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup d'images qui symbolisent le corps. Platon, bon, ce n'est peut-être pas un mépris du corps, mais enfin, il élève l'âme au-dessus du corps, parce que lorsque l'âme et le corps sont ensemble, voyez-vous, les deux vivent ce qu'il appelle une union déconcertante. Voyez-vous, l'âme éprouve 1000 difficultés pendant qu'il est enfermé par le corps. Lorsque le temps de la mort arrive, c'est un temps qu'il faut saluer. La mort, c'est une bonne chose parce que en ce moment-là, le corps est si peu nous. Mais ce qui est nous, c'est beaucoup plus l'âme. Cette âme qui finalement trouve l'occasion favorable de sortir du corps et de s'épanouir. Voilà ce que je peux essayer de dire. La mort, dans une certaine mesure, c'est presque une sortie de prison chez Platon. Voilà. Oui, merci. Alors, M. Léonard, vous aviez annoncé une question? Oui, et merci pour cette belle présentation. Merci Hubert. Et moi, je suis plutôt bamileke de l'ouest du Cameroun. Et la présentation que lui faisait de la mort ressemble beaucoup à ce que nous, le bamileke se représente aussi de la mort. Et c'est vraiment, je dirais, dans la même logique. Il y a un temps de
de lamentation, puis à un certain moment, la suite se passe dans des chansons, un peu comme si c'est de la joie. Bon, ben, globalement, on dit ceci, Dieu nous l'a donné en cadeau, nous étions heureux, Dieu a décidé de reprendre, il a repris, nous sommes toujours heureux. Globalement, voilà à peu près comment cela se représente. Mais ce qui me frappe comparativement à la société occidentale, je ne sais pas si c'est ce qu'il en est du côté de Hubert, et c'est ça ma question, c'est le temps du deuil. Chez les Bamileke, à l'Ouest Cameroun, le temps du deuil est quand même assez long. C'est-à-dire, et le deuil, c'est un deuil très communautaire, une communauté très vaste. C'est-à-dire que, quel que soit le lieu considéré, s'il y a deuil, soyez-en rassurés, il y aura au moins 200 personnes qui vont se rassembler sur une période de temps assez longue qui peut se poursuivre parfois, même sur plusieurs mois. Je ne sais pas ce rapport au temps du deuil chez les Bembe, comment cela se présente. Merci. Merci beaucoup. Mais je dois avouer qu'il y a une commune mesure entre le deuil chez les Bamileke et le deuil chez les Bembe. Parce que lorsqu'il y a un cas de décès dans un village, chez les Bembe également, c'est presque tout le village qui est concerné. De temps à autre, c'est tout le monde qui se transporte au lieu du deuil. Mais la différence est peut-être au niveau de la durée du deuil. Parce que si chez les Bamileke, le deuil s'étale sur une séquence de 2 ou de 3 mois, eh bien, chez les Bembe, le deuil s'étale sur une courte séquence. Ça peut durer à la limite une semaine. Ah, OK. Une semaine à la limite, voilà, une semaine seulement. Pas plus d'une semaine. Vraiment, c'est des rares cas que le deuil aille au-delà d'une semaine. Ouh. Merci. Au village Bamileke, vous n'aurez pas de deuil d'une semaine. Impossible. Parce que à la fin, après la cérémonie d'enterrement, il y a ce qu'on appelle balayer la maison du deuil. C'est encore un autre rituel. Puis toute la famille passera maintenant à la phase du rasage des crânes. Tous les crânes seront rasés de tous les membres de la famille concernés par le deuil. C'est quand même long. Mais chez les Bembe, le rasage des crânes pour les membres de la famille, c'est-à-dire c'est les quelques heures qui suivent. OK. Chez les Bamileke, dans les heures qui suivent, justement, il y a rasage de crâne. Chez les Bamileke, les crânes ne peuvent pas être rasés avant l'enterrement. Impossible. Chez les Bembe, ça peut se faire même avant l'enterrement. OK. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Je voulais juste faire une petite remarque. Oui, allez-y, Martine. Oui, j'arrive pas à trouver la main. Bon, je voulais juste faire une petite remarque par rapport à ce que vous aviez dit, comme la mort l'âme dans le corps, donc la mort est une sortie de la prison. Une remarque pour vous dire tout simplement qu'il y a un auteur, Claude Ponty, qui est un auteur de livres pour enfants, mais comme tous les auteurs excellents de livres pour enfants, ils sont pour adultes aussi, avec des dessins absolument extraordinaires. Bon, j'aime beaucoup cet auteur. Et il a raconté un jour, sa fille, qui avait 8 ans, sa grand-mère était morte et elle voulait à tout prix quand même descendre pour voir le corps de la grand-mère. Et son père, Claude Ponty, lui dit « Tu es sûr que tu veux le voir ?» Bon, oui. Bon, donc elle va le voir, donc 8 ans, elle n'est pas très grande. Et puis, quand elle regarde son père, elle voit le corps, et puis après, quand il sort, elle regarde son père et lui dit bah, « C'est pas grave, parce qu'il n'y a plus rien dedans. » Alors, j'ai trouvé que cette phrase « Il n'y a plus rien dedans », ça correspond à au fait que oui, le corps, c'est une écorce, il n'y a plus rien. Mais venant d'une enfant, c'est-à-dire vraiment le ressentiment de
de l'âme qui est toujours là. Il n'y a plus rien dedans. Ça correspond tout à fait, me semble-t-il, à ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Voilà, c'était une remarque. On vous remercie encore. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont levé la main. Alors, je pense que je vais me permettre de poser une question. On a encore un petit peu de temps. J'ai beaucoup apprécié la présentation parce que ça permet de voir que partout sur la planète, quelle que soit la culture à laquelle on appartient, on a cherché à développer des rituels pour apprivoiser la mort. Et je ne connaissais pas les Mbembe, alors j'étais curieux de voir quels étaient les rituels en question. Et dans la présentation, vous avez parlé du fait, par exemple, que les gens retournent dans la terre des aïeux. Et en réponse à une question de Josiane, vous avez aussi mentionné que lorsqu'il y a eu ces contacts entre les colonisateurs blancs et les peuples autochtones, il y avait cette image d'un fleuve dont il y a un amont et un aval. L'amont étant représenté en quelque sorte par la tradition, puis l'aval étant représenté par la volonté de modernisation et les tensions qu'il y avait entre les deux. Et ça me faisait penser au fait que lorsque les ethnologues ont étudié les cultures africaines, ils utilisaient souvent des catégories comme la religion du culte des ancêtres. Et je me demandais si on peut associer les 3 rituels dont vous avez parlé à une sorte de culte des ancêtres. Professeur Simard, je ne comprends pas trop bien votre question. Lorsque vous parlez des 3 rituels, vous faites allusion à quoi? Les 3 présentations, vous avez fait la métaphore, le proverbe et le chant, ces 3 types de rites qui servent à apprivoiser la mort chez les Mbembe. Alors, je me demandais si on peut faire un lien entre ces 3 types de rites et ces 3 types de pratiques culturelles qui servent à apprivoiser la mort et ce que les ethnologues appelaient traditionnellement le culte des ancêtres. Bon, merci pour la question, mais j'avoue que je n'ai pas la connaissance, enfin, je suis ignorant au sujet du culte des ancêtres, disons, tel qu'il est présenté par les ethnologues. Ce serait sans nul doute une entreprise intéressante que de faire la comparaison entre les métaphores, les chants et les proverbes Mbembe et le rituel des ancêtres tel qu'il est présenté par les ethnologues. Mais professeur, j'avoue que sur cette question, je suis ignorant. Parce que vous avez parlé du proverbe comme étant la traduction d'une certaine sagesse ancestrale et immémoriale dont on ignore l'auteur puisque c'est anonyme. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé que ça devait avoir un lien peut-être avec une sorte de culte des ancêtres, donc une sorte de sagesse qui se transmet de génération en génération. Mais je ne sais pas si c'est le cas ou non. C'est pour ça que je vous posais la question. Je peux... Oui, allez-y si oui, allez-y. Oui, Léonard, si vous avez une réponse à la question. Oui, ben, en fait, le culte des ancêtres fait référence particulièrement dans les sociétés dites animistes. Oui, c'est ça. Selon toujours je dirais, une catégorisation, disons, psychologiquement péjorative. Parce que, en fait, si on parle des sociétés animistes, cela veut dire que ce sont des sociétés qui pratiquent la religion, mais pas de la même façon que nous autres, les modernes. Okay? Parce qu'à la lecture normale, il s'agit des sociétés religieuses et le culte des ancêtres renvoie à l'idée selon laquelle les ancêtres ne sont pas morts. Ils sont comme dans une divinité, comme chez les Bamileke de l'Ouest Cameroun. Et les ancêtres ici sont représentés par les crânes. Parce que dans le processus du deuil, du travail de deuil, après l'enterrement de la personne, après une longue période qui varie sur plusieurs années, la famille revient au village Bamileke sur le lieu de l'enterrement et procède à ce qu'on appelle la récupération des crânes qui iront
et le crâne récupéré ira comme dans un panthéon familial. Et ce panthéon familial est un lieu saint où les membres de la famille, très souvent, viennent faire des prières et parfois des offrandes. Donc, c'est cette pratique religieuse que en ethnologie, en sociologie des religions, on décrira comme le culte des ancêtres. Et bien sûr, toute la mission, l'Église missionnaire a eu pour vocation historiquement de combattre cette pratique. Et ce qu'il faut constater, c'est que les Bamileke de l'Ouest Cameroun sont majoritairement des chrétiens, mais cependant, beaucoup vont au panthéon familial. Donc, c'est cela. Et sur Google, on trouvera même des productions scientifiques, dont des analyses des prêtres jésuites Bamileke qui soutiennent l'idée selon laquelle le panthéon est une bonne chose. Et je crois que cette notion de culte des ancêtres est assez vaste. Elle peut s'appliquer à toutes sortes de domaines parce que pensez par exemple aux Romains. M. Mfoutou parlait de Fustel de Coulanges au tout début de sa présentation et son ouvrage classique, La Cité antique. Mais chez les Romains, il y avait ce culte des dieux tutélaires de la famille, c'était les Lars et les Pénacles. Et donc, c'est une sorte de culte ancestral et c'est le panthéon, comme vous dites, M. Léonard, c'est l'espèce de panthéon familial qui veille en quelque sorte sur les personnes qui sont les survivants et qui deviennent une sorte de référence pour comprendre davantage le sens de la vie. Alors, c'est une notion qui est très large, en fait. C'est ça, juste pour vous dire qu'à l'heure actuelle, au sein même de l'Église catholique, il y a un groupe de prêtres Bamileke, des prêtres catholiques Bamileke, qui ont engagé un mouvement et ils ont été sanctionnés. Parce qu'il y a un prêtre Bamileke du diocèse de Bafoussam à l'ouest Cameroun, c'est le dernier à être sanctionné, mis en garde ouvertement à la radio et à la télé par son évêque, parce que apparemment il aurait pris part à un rituel au panthéon familial. Et revenu du panthéon familial, il a fait une déclaration publique et a procédé à la danse. Et la danse en question est présente sur YouTube. Donc, on peut le voir en train de danser et de déclarer qu'il vient du Panthéon. Et au Panthéon, il a été récompensé par un titre de noblesse. Et la semaine qui suivait, l'évêque du diocèse de Bafoussam l'a sanctionné avec un communiqué public à la radio. Ça montre que les tensions entre les religions plus traditionnelles et les religions des colonisateurs ne sont pas disparues. Missionnaires, ne disons pas des colonisateurs parce que c'est devenu la nôtre. L'évêque, c'est un Bamileke. L'évêque qui l'a sanctionné est un Bamileke, il connaît le Panthéon. Bon, je n'avais pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir avant qu'on conclue la séance. Non, mais on pourrait continuer à l'infini parce que c'est intéressant de faire les comparaisons, non seulement entre nous avons deux représentants d'ethnies différentes, mais on pourrait parler aussi des peuples sémites. C'est assez comparable, enfin, comparable par certains côtés. Mais ce qui m'a frappé chez Hubert, c'est que, je ne sais pas s'il est tout seul de son ethnie, mais il explique les rituels et il explique, c'est un dialogue entre sa philosophie, la façon dont il vit la philosophie de ses auteurs de prédilection avec son enracinement dans la culture Bembé. Je me trompe, Hubert? Oui, justement, il y a beaucoup de parenté entre les vérités
véhiculée par la culture Bembe et celle que je découvre dans la philosophie antique, particulièrement celle de Platon. Parce que, voyez-vous, Platon, par exemple, nous inspire, enfin, nous amène à comprendre que le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde du passager, le monde du destructible. Voyez-vous, c'est le monde des réalités fugaces, des réalités qui apparaissent et qui disparaissent. Et finalement, bon, j'ai déjà parlé de la mort. Finalement, ce sont des vérités très élevées que je découvre également dans ma tradition, la tradition Bembe. Parce que lorsque je côtoie les vieilles personnes, c'est ces mêmes vérités que je découvre dans la philosophie sont exprimées par les vieux qui sont au village. À leur façon, ils avaient compris ces vérités et à leur façon, ils les transmettent aux jeunes générations. Je ne sais pas si mon frère du Cameroun peut me contredire, je ne sais pas. Non, pas du tout. C'est exactement la même chose. Les anciens représentent en quelque sorte une bibliothèque. Ce d'autant que la tradition, elle est orale. Par exemple, moi, je ne peux pas écrire ma langue maternelle. Il est bien vrai que les prêtres et les pasteurs des églises missionnaires avaient le temps, l'Église catholique avait le temps, ils ont pu produire la Bible en langue bamileke, en plusieurs langues bamileke. Mais nous, l'écrit, ce n'est pas culturel. Ce qui fait que nous parlons, plusieurs bamileke qu'on verra, que vous rencontrerez, ils parleront la langue, mais ils ne pourront pas écrire. On pourra chanter, on pourra produire toute une littérature orale, mais on ne pourra pas écrire. C'est ça. Donc, ce qui fait que ceux qui sont les plus anciens sont ceux qui détiennent, qui ont le plus de vécu en termes d'oralité. Donc, ils représentent en quelque sorte, plus on vieillit, plus on est riche en culture. Donc, c'est ça le principe. Ils deviennent très précieuses, ces personnes-là. C'est pour cette raison que Amadou Ampateba disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est ça. Qui est reproduit d'ailleurs dans l'ouvrage Fahrenheit 451 de Bradbury, où chacun des individus devait mémoriser un livre pour empêcher que la culture disparaisse parce qu'on faisait brûler les livres. Et donc, chaque individu était un livre qu'il avait appris par cœur et qu'il devait transmettre à ses descendants. Je pense que Yves avait annoncé une question. Ton micro, Yves? Oui. D'accord. C'est une question peut-être trop vaste que j'hésite à poser parce qu'en plus, on est en fin de séance. Je vous écoutais sur le rapport entre la culture orale africaine, dans ce cas-ci, l'enseignement de la philosophie, Platon, et ce qui pouvait se rejoindre. J'ai été frappé, et puis on l'est tous sans doute, par un enjeu qui va devenir de plus en plus large. On révise les cours de pensée politique au département, puis les étudiants donnent leur avis, puis les étudiants nous ont dit, mais c'était une formule un peu maladroite, c'est trop grec votre cours, Monsieur Couture, trop de Platon, trop d'Aristote, bon. J'aimerais entendre le point de vue d'Africains là-dessus, parce que les jeunes occidentaux ne veulent plus des Grecs, enfin certains d'entre eux ne veulent plus des Grecs en disant que c'est trop occidental, c'est trop grec, ils disent vouloir s'ouvrir à la différence et tout. Et là, j'entends des Africains qui ont l'air d'être frappés comme des êtres humains de toute culture par la force de textes grecs, mais ça pourrait être des textes chinois, ça pourrait être des textes africains, ou enfin, ça pourrait être des éléments de culture orale africaine. Vous avez sans doute rencontré cet enjeu. Comment on fait le dialogue des cultures et quelle place va garder la philosophie classique dans ce dialogue? Est-ce que, comme certaines de mes étudiantes, il faut
il faut la relativiser, la marginaliser, ou quel est votre avis là-dessus? Une question très vaste. Très vaste. Est-ce que je peux moi répondre? Personnellement, Monsieur Poutou, est-ce que vous voulez répondre? Personnellement, j'aimerais écouter Hubert parce qu'il est philosophe. Moi, étant politologue de formation et ayant à la base fait le droit public, je me dis je suis beaucoup plus teinté, coloré. Hubert, j'aimerais bien l'entendre. Bon, mais il faut reconnaître que en Afrique également, l'heure est à la relativisation enfin, du dialogue de culture. Au sein de mon département, j'ai par exemple des collègues qui pensent qu'il faut faire ce qu'ils appellent un retour aux sources. C'est-à-dire qu'il faut réinterroger nos traditions, découvrir les grandes valeurs qui se cachent dans ces traditions et penser à les enseigner. Et donc, nous pensons de nos jours, par exemple, à inscrire au programme des cours de philosophie africaine, des philosophies qui reposent, par exemple, sur l'oralité, la tradition orale africaine. Et vous? Bon, oui, Platon, mais c'est vrai, ça ne veut pas dire que nous devons méconnaître la valeur, par exemple, de la pensée grecque, non. Mais voyez-vous que la philosophie grecque, hein, l'avantage de la philosophie grecque, c'est que cette philosophie, en fait, nous parlons en fait de philosophie grecque, d'une philosophie, mais en fait, c'est un ensemble de philosophies qui apparaissent comme des actes signés, voyez-vous. Donc, en cela, c'est une philosophie qui nous sert de source d'inspiration, mais ça ne nous empêche pas pour autant de regarder du côté des traditions africaines, regarder un peu, par exemple, nous avons en Afrique enfin, des gens qui s'affirment dans cette perspective, qui font ce qu'on appelle la promotion des savoirs endogènes. C'est le cas, par exemple, de Martien Towa, de, comment est-ce qu'on l'appelle, le Camerounais John Njomwele et Bezener Njomwele. Ils sont, c'est vrai, c'est des gens qui enseignent la philosophie grecque, la philosophie occidentale, mais ils nous donnent des grandes leçons sur les savoirs endogènes, les savoirs propres aux peuples africains. Voilà, donc malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de lire les grands ouvrages de ces aînés. Je les aime, je les respecte. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de les lire. Et vous, mais donc c'est un peu cette idée qui de nos jours gagne les milieux des intellectuels africains, faire disons, un retour aux sources, réinterroger disons, nos traditions, voyez-vous, s'abreuver à la source des valeurs africaines. Voilà, comment est-ce que... Mais c'est pas expliqué. Léonard a quelque chose à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est très fondé, ce d'autant que la démocratie à l'occidentale pose quand même assez de problèmes lorsqu'on veut l'intégrer à la société, l'adapter à la société africaine. Mais je dirais que le problème que Yves pose, c'est un problème fondamental à l'Afrique aujourd'hui. Ça pose le problème de la dialectique de l'ouverture et de l'enracinement. Si l'Africain doit s'ouvrir, il se pose un problème d'intégration des valeurs fondées sur l'individualisation de l'humain et l'individualisation des rapports sociaux.
Or, le socle traditionnel africain, que ce soit chez les Bembe, que ce soit chez les Bamileke, les Sawa, les Baluba, c'est un socle axé sur l'individu comme étant un être minuscule par rapport à la communauté. Alors, ce qui fait que toute la production philosophique africaine, toute la pensée, la conception de la société politique basée sur les valeurs africaines partent un peu d'un socle qui fait de l'individu un être secondaire par rapport à la communauté. Le grand défi, donc, dans cette réflexion, c'est un défi de la dialectique, de l'ouverture et de l'enracinement. Comment construire une société de l'individu sacralisé à partir des fondements philosophiques conçus sur l'individu second? C'est ça le grand défi intellectuel. Merci pour ces précisions. La question de Yves était extrêmement vaste et je suis certain qu'on pourrait continuer à en parler très longtemps. Peut-être une dernière question, une dernière intervention. Il y a Charles de Mestral qui a annoncé donc une question et après peut-être qu'on pourra clore la séance. Alors, Charles? Oui, permettez-moi un commentaire, peut-être surtout pour Hubert et Léonard. Je ne sais pas si vous voyez derrière ma tête le tableau sur le mur. C'est une scène au bord du fleuve Congo. Ah, OK. Peint par un peintre africain. C'est mon père qui l'a acheté en Afrique lors de ses voyages au cours des années 50. Et votre présentation avait un intérêt particulier pour moi. Au cours des années 50, ma famille était en Angleterre et mon père voyageait en Afrique, dans tous les pays au sud du Sahara, afin de chercher des auteurs pour les publier, afin de commencer à constituer des littératures nationales dans ces pays-là, tant en anglais qu'en français et dans quelques autres langues aussi. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais une collection de livres hérités de mon père que je cherchais depuis des années à donner à quelqu'un dans les études africaines. Et finalement, Josiane m'a mis en contact avec Shimbi, un associé qui a pu les prendre et qui va les apporter en Afrique, dans le sud du Congo. D'ailleurs, ça porte sur toutes sortes de sujets, histoire, ethnologie, musique, littérature, politique même. Et il me semblait d'un grand intérêt. Et je suis très content que ça peut revenir aux sources et servir à des chercheurs. C'est des livres qui dataient des années 50 et avant, mais je trouve qu'ils étaient d'un grand intérêt. Alors, je vous remercie pour votre conférence qui m'a beaucoup intéressé, Hubert. Merci. Merci. D'ailleurs, je ne sais pas si le fleuve Congo est représenté du côté de Brazzaville ou de Kinshasa. Je n'ai pas de souvenir à ce sujet-là. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus proches du monde. Bon, OK. Ce qui les sépare, c'est justement ce fleuve. Bon. Donc, les deux capitales ont en partage le fleuve Congo. OK. Et on a la même chose en Hongrie avec Budapest, hein, qui se font face. Ouais. Budapest. Ouais. Je n'ai pas d'autres personnes qui ont annoncé des interventions, donc je pense qu'on pourrait clore la séance. Alors, je remercie beaucoup M. Foutou pour sa présentation. Je remercie Yves qui a accepté, comme toujours, de poser des questions pertinentes pour lancer le débat. Je remercie tous ceux qui sont intervenus et en particulier l'équipe technique sans laquelle ces séances ne pourraient pas avoir lieu. Et mon rôle s'arrête ici. Alors, je vais céder la parole à Josiane pour le mot de la fin. Merci, mon cher. Je te remercie. Toi aussi, tu joues un rôle important de manage la population indisciplinée
de cet auditoire. Je remercie naturellement, bien sûr, beaucoup Yves et Hubert et Ida et Omer et Kavé, enfin tous nos étudiants et nos doctorants plutôt, nos post-doctorants plutôt. Et puis, je suis content de revoir aussi toujours fidèle Léonard. J'espère que lorsque tu repartiras, Hubert, tu reviendras fréquenter les séances de la chaire. Oui, absolument. Et peut-être que tu auras l'occasion de voir Chimbi avec les livres du père de Charles, qui a ramassé, puisque tu as dit que c'était au sud du Congo, n'est-ce pas, Charles? On t'entend pas, Charles. Oui, je ne me souviens pas du nom de la ville, mais il dit que c'était anciennement, ça s'appelait Élisabethville. Je me souviens. Ah, ok. Oui. Élisabethville. Ouais. Oui, il a un lien avec l'université là-bas et il essaye d'établir un centre d'études. Oui, c'est très bien. Bon, et je voudrais terminer par 2-3 choses. Premièrement, je veux répondre aux interrogations de Yves. Je ne comprends pas. Ce n'est pas exclusif d'être aux écoutes de nos sources qui ont d'abord, elles sont belles, elles ont porté fruit, et d'avoir à côté aussi des cours sur la philosophie africaine, si Heidegger serait d'accord pour appeler ça philosophie. La pensée africaine, la pensée, je ne sais pas moi, chinoise, oui, la pensée arabe. Il y a de grands philosophes arabes aussi. Mais de faire l'exclusion de ceux qui ont nourri 20 siècles, 21 siècles de pensée et d'action, je trouve ça tout à fait déplorable. Et si j'étais encore à l'UQAM, j'aurais pris mon fouet pour fouetter tous ces incultes. Voilà. Mais c'est une métaphore, Hubert. Je n'ai pas de fouet, mais je ne compte pas fesser les gens. Mais on peut les lacérer par la parole. Alors, je rappelle que le prochain rendez-vous, c'est le 15 mars avec Yves Couture et en même temps, Yves Couture qui va poser les questions puisque Yves ne posera pas de questions. Il sera remplacé, il a accepté notre collègue d'Édouard Montpetit, La Montagne. Alors, Yves va nous entretenir de Nietzsche, la critique et la science. Je voudrais dire aussi, parce que je viens de recevoir l'annonce, vous vous souvenez, notre collègue Elisabeth Kane, qui nous a parlé de son exposition, enfin de toute son expérience, et qui a été le conservateur d'une très belle exposition au musée McCord. Eh bien, il y a au musée McCord prochainement un cinéaste, Hamelin, je crois, c'est le territoire des femmes, et c'est 6 conteuses femmes qui parlent de leur vécu et de leurs expériences. Voilà, Yves, vous pourrez dire à vos étudiants de s'ouvrir à la culture autochtone aussi. Merci. Mais je vous remercie.